Moi, j'avais prévu un certain nombre de questions que j'avais fait remonter d'ailleurs à nos intervenants, mais finalement, il y a une question moi, que je n'avais pas du tout prévu de poser, je vais me permettre d'intervenir. C'est au fond, alors vous avez bien compris, et là je m'adresse aux intervenants, que la richesse de vos interventions fait qu'il faut un temps d'assimilation. Donc je ne suis pas certain d'être au point dans les questions que je vais poser. Mais je suis tout de même assez interpellé. Alors peut-être que j'ai mal compris, et Jacques me le dira, mais je me demande si la question de la frange telle que tu le présentes, c'est-à-dire entre le travail en marge, qui me semble être un travail nettement dévalorisé et un travail normé, cette frange-là qui est intermédiaire, qui peut être un lieu de construction de soi, d'identité, etc., est-ce qu'en le soutenant, justement, en tant que professionnel, on ne contribue pas, finalement, à asseoir une situation qui est quand même problématique pour les personnes. C'est-à-dire que finalement, il y a des gens qui s'en sortent, si je te comprends, qui trouvent moyen de se développer dans cet entre-deux, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas du domaine de la rustine, et est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de contribuer à entretenir un monde qui pose tout de même un certain nombre de problèmes, comme l'ont montré, alors pour le coup, tous les autres intervenants de cet après-midi, et également de ce matin d'ailleurs. Que dirais-tu, Jacques? Et surtout, qu'est-ce que les autres réagissent pas? Comment les autres réagissent par rapport à ce modèle qui, pour le coup, est vraiment, vraiment stimulant, quoi, intellectuellement? Parce que là, tu es quand même allé chercher des gens qui tiennent un discours qui est assez structuré sur leur situation, assez dense, assez intéressant. Mais voilà, je me demande, voilà. Alors, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, dis-nous. Oui, alors, oui, je peux reprendre un peu ça. Tu as raison dans ta remarque. Hein. Cet espace de frange, là, moi, je l'ai présenté un peu comme une potentialité, en fait. Hein, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ces espaces-là, en fait, c'est à la fois des espaces problématiques aujourd'hui, parce que ils posent des tas de contraintes aux individus avec des difficultés, et on le voit tous les jours. Mais c'est aussi des espaces de potentialité. Enfin, c'est des espaces créatifs de potentialité. Par exemple, on commence à s'intéresser aux éco-villages, donc des situations dans lesquelles il y a des familles qui achètent un terrain et qui s'installent sur un terrain, construisent leur maison et font un village et essayent de vivre, de construire des modèles intégrés au territoire dans lesquels on construit une forme de rapport au travail hybride qui se situe entre la normativité, en fait, on va dire, du travail tel qu'il est conçu actuellement, et c'est pas des espaces qui sont complètement en marge non plus, c'est pas des espaces qui sont déconnectés du territoire, c'est pas des espaces qui s'empêchent de produire quelque chose, c'est pas des espaces qui s'empêchent de participer à la vie collective d'un territoire, etc. Et donc, mais en même temps, c'est pas de la norme. Hein, c'est pas de la norme, c'est pas de la marge, c'est quelque chose d'hybride et qui offre un espace possible. Quoi. Donc nous, ce qu'on essaye de voir, c'est d'essayer de comprendre justement comment ces espaces d'hybridation, ils peuvent être destructeurs d'une certaine manière, ils peuvent être problématiques, mais ils peuvent être aussi dans une forme de potentialité, dans certains cas. Je vais peut-être laisser les autres intervenants réagir à cette présentation parce que je crois que ça peut trouver des échos quand même dans l'ensemble des autres interventions qui ont été faites. Moi, j'avais juste une question parce que dans le modèle, on avait le mot reconnaissance et je me demandais si ça faisait pas écho justement à ce qui vient d'être dit sur le fait que c'est à la fois il y a ce besoin de reconnaissance, mais aussi peut-être une connaissance. Enfin, je voulais voir s'il y avait cette idée-là derrière. C'est exactement ça. On a repris ça de Francis Danvers, hein, qui travaille plutôt dans le champ des sciences de l'éducation, mais qui présente ça de cette manière-là. Donc, en découpant la reconnaissance en trois formes, en fait, hein, une reconnaissance telle qu'on la conçoit habituellement, mais aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire quelque chose qui se construit collectivement. Et donc ça renvoie aux conclusions, enfin ce que j'ai dit en conclusion, mais ce que tout le monde a dit sur la dimension importante aujourd'hui de pouvoir intervenir aussi sur cette dimension collective, finalement de l'environnement des personnes pour pouvoir travailler l'orientation.
Et cette histoire, et la naissance, c'est aussi ça, c'est aussi à travers la reconnaissance, il y a la potentialité peut-être finalement de construire quelque chose de nouveau, voilà, et de repartir sur quelque chose. Donc encore une fois, on essaye de proposer une vision qui peut-être se focalise sur une perspective un peu positive, mais en fait, faut pas du tout oublier on n'oublie pas du tout en tout cas, et c'est ce qu'on essaye de montrer, les écueils de ces situations-là. Samia, Gabriela, est-ce que ça trouve écho dans les choses dont vous nous avez parlé, les populations auxquelles vous êtes adressées, que vous connaissez bien, cette présentation de Jacques Pouillot? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah, on peut écouter. Je n'ai pas écouté le dernier mot. J'ai dit, qu'est-ce qu'évoque pour vous le modèle qu'a présenté Jacques Pouillot, compte tenu des populations que vous connaissez, d'accord. auxquelles Ouais. vous allez vous adresser? C'est très intéressant. Et pour nous, c'est difficile parce que ici, la même chose qu'au Brésil, c'est comme voir des différentes manières de ne pas. Ce que vous avez demandé, si ce n'est pas une manière de laisser ces travailleurs en marge, comme dit Jacques, mais il y a une autre réalité qu'ils sont en marge et il n'y a pas de place pour eux. Et c'est une très grande discussion ici en Amérique du Sud. Comment faire que ce type de travail qui sont aveugle, là, manifestement. Oui, c'est bon, vous êtes revenu. Ah d'accord, bon, c'est ça. Mais ça aurait pu être pire, donc on est content. Vous avez annoncé des bugs, mais bon, ça va. D'accord, excuse-moi, j'ai pris des photos, ce que tout le monde a présenté, pour avoir des modèles et d'interaction, parce que vraiment, comment faire ce type de travail plus digne, on préfère utiliser ça que des sons, et avoir j'ai beaucoup de photos de ce type de travail de Uber ici, des autres qui, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui avec les vélos ou en moto travaillent pour amener des repas. Bon, ça s'appelle ici Globo, Rappi, mais vraiment, ils n'ont pas des droits à presque rien. Ils sont comme indépendants, ils gagnent presque rien. Ils n'ont pas d'assurance. Et alors, mais ce sont les types de travail qui maintenant circulent ce sont des travails possibles. Comment les faire plus dignes, plus soutenables, plus meilleurs, mais pas essayer d'avoir un autre type de travail seulement à court terme. Mais c'est intéressant la question. Oui. Non, oui, c'est difficile. Merci Gabriela. Samia, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que tu en dirais? En allumant ton micro. Merci. Merci beaucoup Jacques pour cette modélisation que vous avez présentée et qui m'interpelle justement par rapport probablement à la généralisation en fait de modèles par rapport à des contextes culturels différents, chose qui était peu présente il y a quelques années. C'est-à-dire on était renfermé dans des pratiques quasi exclusivement spécifiques à un contexte national ou régional ou d'ailleurs même continental, alors que là on est davantage dans des problématiques qui sont ressenties en tant que tel, de la part, peut-être aussi expliqué par un flux migratoire aussi qui est important, par rapport à un contexte de mondialisation, d'ouverture de frontières et d'accentuation en fait du travail en marge que j'ai réellement bien aimé en tant que concept. Et par contre, ce qui m'interpelle, c'est-à-dire dans un modèle où il y a des composantes
ou des facteurs en fait aussi complexes qui sont intercorrélés, que ce soit des facteurs socio-économiques, que ce soit des facteurs psychologiques. Quelle est la marge en fait d'intervention du conseiller d'orientation en fin de compte? Sur quoi il pourrait réellement, comment il pourrait accompagner? En fait, est-ce qu'il y aurait des problématiques psychologiques spécifiques à ce travail-là ou pas, en marge qu'il soit dans le travail, dans l'économie formelle ou pas d'ailleurs. Hein, donc là, je sais pas ce que on pourrait être réellement équipé et bien outillé pour ça, que ce soit par rapport à des outils ou à des méthodologies qui réfèrent au paradigme en fait classique qu'on connaît de l'orientation, que ce soit le paradigme adéquationniste, le paradigme développemental, le paradigme du life design. Voilà, c'est des questions que je pose et voilà, ça serait bien si on échange justement en fonction de ces problématiques par rapport à la limite dénaturalisation du travail synonyme de l'emploi. Merci beaucoup, Samia. Alors, Karine, est-ce qu'on a des questions du public qui sont apparues depuis? Non. Non? Donc, beaucoup de remerciements, mais pas de questions véritablement. Alors, je sais pas, peut-être que, est-ce que toi tu souhaites en poser une ou est-ce que Valérie souhaite en poser une? Il y en a une qui vient d'arriver. Ah, alors. Je mets dans le chat, Toilin. Ah oui, effectivement. Je t'invite à la lire peut-être. Oui. Alors, pendant ce travail de transition, les capacités physiques des individus sont importantes. Qu'en est-il du devenir face au vieillissement? Si ce modèle hybride se généralise, ne peut-il pas déstructurer le modèle social et les lois de protection sociale? Doit-on travailler sur la projection dans le temps selon les profils des individus? Et j'ajouterais cette question de l'âge me semble effectivement d'autant plus pertinente que nous sommes une société vieillissante. Donc, nous sommes des sociétés vieillissantes. C'est sans doute moins vrai en Tunisie, bien sûr. En Argentine, je ne sais pas. Mais en France, oui. Donc, les questions du vieillissement par rapport à des conditions de travail qui sont quand même, qui sont très fun quand on est jeune, mais qu'ils sont beaucoup moins quand on est un peu moins jeune, qu'en dire? Alors, je pourrais répondre par rapport au contexte tunisien. En fait, paradoxalement, dans le travail informel, donc comme on vient de voir un peu les témoignages des personnes interviewées, c'est quand même une source assez importante d'argent en termes de revenus, le travail informel. C'est-à-dire autant il y a une insécurité de l'emploi, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'assurance sociale. Autant en termes de revenus, donc il n'y a pas de salaire, mais en termes de revenus, c'est un revenu important. Donc en fait, les jeunes investissent beaucoup dans l'immobilier ou dans les terres agricoles d'ailleurs. Et donc, c'est un investissement à long terme qui garantirait leur retraite plus tard, au cas où il y a des problématiques justement physiques, au cas où ces personnes-là n'arriveraient pas justement à travailler. Donc, en fait, plus ces jeunes-là diplômés de l'enseignement supérieur restent dans l'informel, plus ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à un niveau de vie en termes de revenus qui est supérieur à un travail formel, c'est-à-dire dans le statut de salarié. Et donc, ils ont plus de mal à regagner l'économie formelle. Et donc, ils trouvent des moyens justement pour se projeter et pour garantir un peu leur avenir financièrement. Il fallait un petit peu de temps. Les questions arrivent. Encore une, là. Katia t'a mis dans le chat. Une question par rapport à la mondialisation et à l'avancée de l'acceptation des droits de l'homme. Sommes-nous, éducateurs, prêts à éduquer sur ces questions alors que ce n'était pas le contexte dans lequel nous avons grandi? Comment s'orienter pour s'adapter à l'évolution sociale? Effectivement, le monde est mouvant, le durcissement des conditions de vie socialement parlant nous place, pour un certain nombre d'entre nous en tout cas, face à une situation qui n'était pas la nôtre quand on était jeune. Question délicate. Ouais. Qui veut essayer d'y répondre? Moi, je sais pas si je peux y répondre. C'est pas une réponse, mais
je peux dire un peu ce à quoi ça me fait penser, même si c'est pas forcément Ouais. très. Mais il y a cette dimension éducateur. Enfin voilà. Et donc j'entends bien et moi je suis complètement. Enfin je pense que c'est très important d'avoir cette posture éducative dans le champ de l'orientation. Et en même temps, elle n'est pas exclusive et un travail important à faire. Et il est celui aussi de soutenir en fait, non pas forcément éduquer dans une perspective, dans un sens, mais soutenir des évolutions que l'on pense justes d'une certaine façon. Et pas forcément. Et donc que l'on pense juste, ça veut dire finalement arriver. Quand je disais tout à l'heure les trois niveaux, ou même Even en a parlé ce matin. Soutenir des collectifs, par exemple, participer à soutenir des collectifs qui essayent de transformer leur environnement, c'est pas forcément leur dire comment faire. C'est les soutenir justement. C'est les soutenir dans les moyens, dans les ressources qu'ils peuvent avoir à transformer leur environnement. Et ça, c'est pas forcément justement. Il y a la question de la génération là-dedans. On n'est pas forcément on soutient pas forcément avec l'objectif de notre génération à nous, mais on peut soutenir avec l'objectif de soutenir ce que veulent les générations des jeunes, quoi, voilà, enfin, qui font pas partie de notre génération. Ça me fait penser à ça, moi. Une autre réaction, une autre réponse? Je regarde. Non, je pensais surtout de la part de nos intervenants. Quelqu'un a dit... Oui, mais c'est difficile parce que... Oui. Ah, Samia. Oui, Samia. Allez-y, Gabriela, peut-être vous avez pris Non, pour moi, c'est difficile de répondre cette question. Ça m'a titillé comme question pour même partager. Je ne sais plus, du coup, en fait, est-ce que le concept d'orientation pourrait être adéquat? Est-ce qu'on pourrait pas davantage substituer le mot accompagner, en fait, par rapport à ces nouvelles générations qui ont un rapport aussi particulier, en fait, en termes de temporalité. Moi, d'après l'accompagnement que j'ai pu faire au niveau de diplômés de l'enseignement supérieur, particulièrement qui sont en recherche d'emploi, le plus important, en fait, pour eux, c'est de s'adapter, justement, et de trouver des solutions. Le lendemain et sur le lendemain ne signifie pas trop pour eux. Donc, en fait, la notion de projet n'est pas très présente. Et généralement, ils savent quelle opportunité ils pourraient prendre. Donc, plutôt, c'est une orientation par opportunité. Je ne sais pas du coup, est-ce que c'est une orientation ou pas. Ou, en fonction de l'opportunité qui se trouve, la personne du coup va essayer justement d'être dans un processus de résilience et d'adaptation, donc en tant que tel. Donc voilà, je réponds pas forcément, mais et le travail du professionnel dans cette optique-là, ce serait de soutenir cette résilience. Je pense, oui, c'est d'être réellement dans une attitude en fait de compréhension des différentes stratégies utilisées par chacun face à des opportunités qui sont vécues d'une manière complètement individuelle et subjective. Et on appelle, en Argentine, notre équipe, l'idée des projets, ça n'est pas le contraire que des opportunités. Si on veut dire, le projet, ce n'est pas une instruction sociale de dire qu'est-ce qu'on va faire, sinon de sentir que quelque chose a des sens pour être ouverte aux opportunités. Et les mots accompagnés, c'est un peu bizarre parce que ça, quelquefois, paraît d'être qu'on est là, aidant aux gens. On parle de faciliter quelqu'un dans différents niveaux, comme a dit Karine. Bon, je vois pas. Katia. On parlait que pour nous, avoir un projet, c'est sentir que des choses vaut la peine, mais ça veut dire aussi qu'on peut le faire et qu'on peut soutenir l'école, qu'on peut avancer, faire quelque chose de différent. C'est ça, ça veut dire qu'on ne répète pas tout le temps la même chose, la même vie, et
Et la question de comment on peut maintenant, dans ces contextes, je pense que c'est difficile pour moi de la répondre parce qu'on apprend en même temps que la société change. On doit changer avec la société, avec notre valeur éthique. Et c'est pour ça que comment on peut soutenir, comme on dit, toutes ces questions maintenant, ça veut dire de travailler tout le temps à différents niveaux. On pourrait sans doute relier d'ailleurs ce que vous dites, Gabriela, à ce qu'a dit Even Loarer ce matin quand il est revenu sur l'histoire de l'orientation, qui effectivement développe des modèles qui diffèrent parce que la société évolue et qu'évidemment les réponses sont différentes, les méthodes sont différentes, etc. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter. Valérie, je parle sous ton contrôle. Donc, écoutez, on va se retrouver en salle complète. Et puis, alors, est-ce que tout le monde a basculé Alors, je commence quand même par remercier très vivement l'ensemble de nos intervenants sur ce symposium, qui nous ont vraiment apporté des informations intéressantes, diversifiées, de nature à raviver les pratiques et les réflexions de chacun. Donc, merci beaucoup de votre participation. Et puis, on va se retrouver dans la dernière phase, ou quasiment la dernière phase de notre journée. Donc, je vais attendre que l'ensemble des participants. Des participants, enfin pas des participants, du public soient passés chez nous pour pouvoir faire ma petite intervention supplémentaire, ma nouvelle petite intervention sur les questions. Est-ce que tout le monde a rejoint la salle commune, si on peut dire? Non, je ne sais pas exactement. Sur le côté des participants, ça ne bouge pas là. D'accord. Paul? En fait, si. Les deux autres groupes ont terminé, là, il y a quelques minutes. D'accord. Ouais. Et ils arrivent chez nous, là, les participants? Ah ben ça, c'est une autre question, mais vous êtes actuellement 144 dans le public, alors que vous étiez une centaine pour l'atelier. Okay. D'accord, donc on peut imaginer qu'effectivement… Donc il y a des gens qui viennent, oui. On va attendre peut-être 2-3 minutes, et puis ensuite je vais faire l'annonce sur les questions. Alors, on sert à tout le monde ici. Voilà, on va se retrouver ici. On reste ici, d'accord.